Beyblade est mort. Oui, c'était drôle de lancer des toupies dans la cour de récré en criant... À une époque, c'était fou, on voyait des Beyblades partout. Dans les années 2000, l'entreprise qui les a fait en a écoulé plus de 50 millions. Même Lego les a copiés. Mais c'est fini. Comme Bakugan, Digimon, les Tamagotchi, aujourd'hui, plus personne n'y joue. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Sous la surface, Beyblade existe encore, avec des passionnés qui entretiennent la flamme depuis des années. Certains enchaînent les tournois, d'autres font des millions de vues sur YouTube. Surtout, en 20 ans, ils ont développé des techniques secrètes, des combos ultimes qui repoussent les limites du possible. Champions de l'ombre qui ont dédié leur vie à ce sport, qui sont-ils? Je suis Théromique et aujourd'hui on plonge dans l'abysse de Beyblade, son histoire, sa compétition et la quête légendaire pour la meilleure toupie de tous les temps. Beyblade, c'est pas que des toupies qui tournent. C'est ce que t'es sûrement en train de te dire. Ouais, Beyblade, y a pas de stratégie, c'est tu tires et c'est tout. En fait, les toupies tournent. Voilà. Mais si t'as lancé ne serait-ce qu'une toupie dans ta vie, tu sais qu'il y a bien plus que ça. Beyblade est un art. L'ancêtre du jeu s'appelle le Beigoma. Très vieux jeu japonais, tu enroules un fil autour de petites toupies en métal et tu les lances sur une toile tendue. Celle qui tourne le plus longtemps ou qui éjecte l'autre en premier gagne. Le jeu devient populaire dans les années 1800, mais on en trouve des traces jusqu'au 7e siècle avec des coquillages remplis d'argile qui servent de toupies. Merci les archéologues. On pourrait même remonter plus loin. Les toupies sont parmi les plus vieux jouets du monde. On en trouve partout, dans toutes les cultures, tous les enfants y jouent. Et y a rien de plus compétitif qu'un jeu pour enfants. Dans la cour de récré, la règle c'était si tu perds, alors tu perds ta toupie. Donc t'as intérêt à gagner. Très vite, on se rend compte qu'il y a deux types de toupies. Les hautes, plus simples à lancer, et les basses, plus complexes, mais qui viennent taper le dessous des hautes et les font tomber plus rapidement. C'est la première méta, s'entraîner à fond pour jouer la toupie la plus plate possible et réussir chaque coup malgré la difficulté. Et un homme a maîtrisé cet art. Dans les années 2000, l'émission japonaise Night Scoop rencontre Monsieur Fukuzawa, un Meijin. Il prétend être le meilleur joueur de Beigoma du monde. Pour vérifier, on l'amène à Tokyo face à Naka, le champion officiel du Japon, maître d'un dojo de toupies. Problème, les deux n'utilisent pas le même terrain. Le premier round a lieu sur celui de Tokyo, le champion a l'avantage. Les deux toupies se font face, un duel d'endurance que Naka remporte en passant sous celle de Fukuzawa. Le Meijin doit se rattraper. Le deuxième round se fait sur son terrain, il oblitère son adversaire sans aucune peine. Tout se joue sur la dernière. Le choix du terrain se fait à pierre-feuille-ciseaux, Fukuzawa gagne, mais... Au diable l'avantage, il n'a pas besoin de son terrain pour prouver qu'il est le meilleur. Troisième round commence, les joueurs lancent leur toupie au centre, un petit coup et oui, Fukuzawa éjecte son adversaire avec une seule attaque, c'est un délire. Mais c'est pas du hasard. Au premier round, Fukuzawa a vu que dans une bataille d'endurance, Naka était plus fort que lui. Il est alors passé à l'offensive. Il a lancé sa toupie de biais pour la faire arriver au centre du terrain et frapper l'adversaire avec toute sa force pour l'éjecter. Ce qu'on voit ici, c'est un art ancestral perfectionné par des maîtres pendant des années qui demandent de la technique, de la théorie et où pour gagner, il faut savoir jauger son adversaire. À quel moment c'est juste des toupies qui tournent? Et ça, l'entreprise Takara l'a très bien compris. Ça fait des années qu'ils tentent de se lancer dans le marché de la toupie. Au début sans succès, mais en 99, tout change avec Beyblade. Plus grandes, plus colorées, elles arrivent en force, portées par un manga, des jeux vidéo et surtout un animé. Mais la vraie force du jeu, c'est sa customisation. Chaque toupie est constituée de plusieurs parties interchangeables qui modifient ses propriétés. Voilà le secret de Beyblade, celui qui l'a propulsé comme un des jeux majeurs de sa génération. Il est pensé pour le compétitif. Jouer à Beyblade, c'est passer des heures à s'entraîner, à tester toutes les combinaisons pour tenter de trouver la toupie ultime. Mais avant, il faut comprendre comment on gagne à Beyblade. Une toupie Beyblade, c'est simple. D'abord, t'as le beat chip, c'est le petit rond au-dessus. Dans l'animé, c'est là où se trouve l'esprit de la toupie.
En dessous, l'attack ring, c'est la blade de Beyblade. En gros, c'est la lame qui vient frapper la toupie adverse pour la renverser. Puis le weight disc, la partie qui équilibre la toupie et lui donne son poids. Et enfin, la base avec la pointe, le contact avec le sol, et le spin gear qui rattache la pointe au reste et qui détermine le sens de rotation de la toupie. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le système. Chaque pièce est plus ou moins grande, plus ou moins lourde et influence les facteurs principaux de la toupie: vitesse, hauteur, poids et rotation. Avec ça, on peut classer les toupies en 4 types. D'abord, attaque, celle qui tourne très vite et fonce sur la toupie adverse pour l'exploser rapidement. A l'inverse, les défenses sont pensées pour encaisser les attaques adverses sans bouger. Les endurances sont plus fragiles mais tournent bien plus longtemps. Elles évitent les coups et attendent que l'autre toupie à bout de souffle arrête de tourner toute seule. Finalement, au centre, les équilibres, sans spécialité, correctes dans tout mais qui n'excellent dans rien. Chaque partie a des statistiques, donc additionne-les pour trouver le type de ta toupie. Ça te permet surtout de connaître tes bons et tes mauvais match-up. Les attaques sont puissantes contre les endurances, faciles à éjecter. Les endurances ont l'avantage contre les défenses en tournant plus longtemps qu'elles, et les défenses battent les attaques en résistant à leurs assauts. Si tu veux battre un type défense avec un type attaque, il faut ruser. Lance ta toupie avec un angle de 45 degrés pour l'envoyer direct au centre quand elle a encore toute sa force. Ça s'appelle un rush shoot. Avec ça, tu dois aussi prendre en compte les paramètres offensifs comme la forme des lames, l'aérodynamisme, ton sens de rotation, mais aussi ton launcher, l'outil avec lequel tu lances ta toupie, et ton stade. Si tu joues sur un terrain plat ou alors dans un bol, ta toupie aura une trajectoire bien différente. Bref, le nombre de paramètres est colossal. Comme aux échecs, c'est impossible de prendre en compte toutes les possibilités. Tu dois développer ton game sense, ce talent presque magique où même si tu n'as pas toutes les informations en tête, tu arrives à faire le bon choix. Ça demande du travail, il faut apprendre à bien lancer sa toupie, mais surtout à bien la construire. Tester différentes parties, comprendre les patterns et trouver des combos polyvalents qui ont un avantage sur le reste ou alors qui exploitent les failles de la méta. Alors par exemple, Caillou, ta toupie préférée, c'est quoi? L'une des premières qu'on a tous à peu près connues, c'est Master Dragoon. Là, c'est une Recolor là actuellement. C'est une toupie de type attaque qui a introduit en fait technique méta qui a traversé un petit peu le temps et qui est aujourd'hui toujours utilisable comme technique, c'est-à-dire la technique de l'upper, c'est-à-dire venir frapper l'adversaire par le dessous pour venir la déséquilibrer jusqu'à qu'elle s'arrête en frottant le stadium, et c'est vraiment pour venir user l'adversaire au maximum. Son anneau d'attaque est en fait muni de 3 lames qui est plutôt fine au départ, ici, et qui va venir en fait s'épaissir et faire remonter et déséquilibrer la toupie à chaque fois qu'elle va venir frapper avec sa lame en fait. Une toupie qui avait un diamètre assez élevé par rapport à d'autres toupies classiques, il y avait ces modèles-là, et on voit que celle-là est vraiment plus massive, et c'était vraiment une des toupies avec Master Draciel aussi qui était très utilisée dans les combats au tout début. Pour cette vidéo, j'ai interviewé des passionnés de Beyblade et j'ai été surpris à quel point ils parlaient de leur toupie comme d'une extension d'eux-mêmes. C'est la même chose dans Yu-Gi-Oh! Après avoir passé tellement d'heures dans la perfection de son deck, on peut comprendre que ce dernier devient presque une réflexion de ton âme. Croire en sa toupie, croire en ses décisions, tout le temps qu'on a passé à la perfectionner pour se donner la meilleure chance de victoire. C'est ça le secret de Beyblade, la mentalité des champions du monde. I'm working on this new move. It's fast and it goes under the Beyblade. Le premier championnat du monde de Beyblade arrive en 2004. Plus de 100 000 bladers de toutes les nationalités s'affrontent dans une série de tournois tenus en France, au Japon, au Canada, et au final, seuls 10 se sont qualifiés. Parmi eux, Nolan de Carcamo. Il gagne de justesse le tournoi des USA avec sa Frostic Dancer. À l'intérieur, 2 billes en rotation libre. Quand la toupie tourne, la force centrifuge les pousse vers l'extérieur et ça rend la toupie extrêmement stable. Il arrive à Times Square en plein New York pour affronter les 9 autres et savoir une bonne fois pour toutes qui est le meilleur blader. Surprise, il change sa stratégie et passe sur un Bristol avec un weight disc médium et la base d'un Drigger V. Plus de poids pour une meilleure endurance. En finale, ça lui donne l'avantage contre le champion japonais. Et après une partie serrée, Nolan triomphe et devient le tout premier champion du monde de Beyblade. Alors, est-ce qu'il a trouvé la meilleure toupie ? Non, elle fonctionne très bien, mais depuis, on a trouvé des manières de la battre. Ainsi, la quête continue pour savoir quelle est la meilleure toupie Beyblade. Malgré la hype, la mode de Beyblade finit par passer. Le premier animé s'essouffle et la 3e saison peine à rassembler de l'audimat. À côté, Takara tente de nouvelles choses, comme des toupies magnétisées qui ne convainc pas du tout. À peine 3 ans après son grand début, Beyblade est mort.
Ou plutôt, il hiberne, et en 2008, il revient avec Beyblade Metal. Si t'as mon âge, c'est le Beyblade dont tu te souviens. On sent le changement. Si Bakuten ressemblait plus à Olive et Tom, Metal Fight, c'est Yu-Gi-Oh! Un ton plus sombre, des méchants trop stylés et une histoire qui se prend ultra au sérieux. Genre Moïse de la Bible qui ouvre la mer avec une toupie. C'est masterclass. Takara et Hasbro, qui s'occupent de la distribution des Beyblades en Occident, font des profits records. Au début de Metal Fusion, les rayons jouets des magasins étaient carrément dévalisés. Tout le monde en parlait, tout le monde y jouait. On a même eu des scandales de contrefaçon, notamment autour d'un politicien français, Sylvain Maillard, qui s'est fait prendre dans un trafic de fausses Beyblades. Ce qui est fou. Mais le vrai changement, c'est les toupies en elles-mêmes. C'est dans le titre, maintenant elles sont en métal, donc plus lourdes pour plus d'impact. 3, 2, 1, go shoot. Oh yeah. Mais il n'y a pas que ça, le système évolue, le beat chip devient le boulon et l'attack ring devient la roue de fusion, c'est elle qui est en métal. Mais entre les deux, on rajoute aussi l'anneau d'énergie qui donne à la toupie son aérodynamisme. Finalement, on a l'axe de rotation pour la hauteur et la stabilité et la pointe de performance pour le contact avec le sol. Certaines sont en caoutchouc pour plus d'adhérence sur le terrain. Rapidement, on se rend compte que celle qui domine, c'est les types défense, avec au sommet la Twisted Tempo. Un véritable bloc d'acier très circulaire avec une excellente répartition du poids, elle est inrenversable. Elle encaisse les coups et fait voler les autres toupies, le cauchemar des types attaques. Pour la battre, on pivote vers les toupies endurance comme Phantomorion. Très large, très équilibrée, elle ne cherche pas le combat et laisse Twisted Tempo s'épuiser tranquillement. Mais c'est pas la seule manière de la battre. Ok, Dragonex, explique-moi ta toupie. Et ben en fait, ma toupie est très simple. Il s'agit d'un Phantom Aquila avec l'axe F230 et la pointe CF. Et en fait, donc c'est une toupie qui a une très grosse endurance, que c'est un mix d'attaque et d'endurance. Donc on a la roue de fusion Phantom, qui est une de celles qui a leur masse qui est le plus concentrée vers l'extérieur, avec donc un Clear Wheel Aquila. Et donc la dernière partie, c'est l'axe F230, qui fait que je peux concrètement la lancer, ou alors avec les doigts, mais plus souvent généralement avec un lanceur, mais surtout qui est en deux parties, et qui a rotation libre, ce qui permet d'avoir le bas qui freine, sans que le haut freine. Par exemple, je peux la tenir dans mes doigts et la lancer, tout en la tenant, et cette partie-là ne bouge pas, est-ce que le dessus continue à tourner. C'est exactement cette méta qu'on retrouve en 2012 pour le deuxième championnat du monde de Beyblade. À Toronto, 25 bladers, chacun représentant leur pays. Alors il y a un peu moins de budget, ils sont sur le sol d'un centre commercial. Bon, moi la compétition est cool, allez, la compétition est cool. Twisted Tempo est partout, presque tout le monde le joue et ceux qui ne l'ont pas se font détruire. Tous sauf Ryo. Champion japonais, prodige de la Waribe, une véritable école de Beyblade, il n'a qu'un seul but, reprendre le titre que les États-Unis ont arraché au Japon 8 ans plus tôt. Cette fois-ci, le champion des USA s'appelle Zakia Garcia. Les deux s'affrontent en finale, c'est l'heure d'une revanche de titan. Zakia sort une Twisted Tempo, mais Ryo a tout prévu. Sa toupie, Hades Kerbex, est un pilier d'endurance. Extrêmement large, elle force Tempo sur l'offensive et l'éjecte du terrain. La stratégie est parfaite. Zakia doit s'adapter. Pour le deuxième round, il sort lui aussi une Hades Kerbex. Il ne le sait pas. Il vient de se condamner. Ryo révèle alors une Twisted Tempo, mais modifiée avec un gigantesque axe de rotation pour la rendre très haute. Le stade est spécial, au centre une plaque qui tourne. Avec cette composition, la toupie de Ryo peut s'incliner très fortement sans toucher le sol et ainsi prendre d'énormes accélérations pour venir directement frapper celle de Zakia. Une toupie défense mais jouée comme une attaque. Un coup de maître, le contre est parfait. Ryo remporte le deuxième round et devient le nouveau champion du monde de Beyblade. 2012 était une belle année pour Beyblade Metal, mais c'est aussi la fin. L'histoire se répète, la 4ème saison, Shogun Steel, fait un flop monumental. Oubliable, trop différente du reste, au point qu'au Japon, on arrête la série en plein milieu. Genre les 7 derniers épisodes n'ont juste pas été diffusés là-bas. S'ils n'avaient pas été importés et diffusés chez nous, on ne les aurait jamais vus. Bizarrement, Takara décide aussi de changer complètement le jeu, avec une nouvelle série de toupies qui se joue dans un bol qui bouge. Ils appellent ça le 0G, sauf que en fait c'est pas entièrement compatible avec les anciennes toupies de métal, personne n'en veut, et en 2013, de nouveau, Beyblade est mort. Il faut attendre encore 3 ans pour le début de Beyblade Burst et du véritable âge d'or de Beyblade.
beaucoup de fans ont quitté Beyblade après Metal, Burst a ouvert la porte à une toute nouvelle génération. On n'en entend pas encore trop parler parce que ils sont trop jeunes, mais vous allez voir quand les mecs des années 2010 vont commencer à faire des vidéos sur YouTube, ça va exploser. Exploser, haha, vous l'avez. Un changement qu'on sent jusque dans le marketing. Les pubs de Beyblade Metal avaient un côté street, edgy, rebelle, tandis que celles de Burst sont plus colorées, techno, digitales, en accord avec les années 2010. Pour les toupies, c'est aussi un nouveau départ, et encore une fois, le système change. Maintenant, plus que 3 parties. Le layer, celle en contact avec la toupie adverse, le disque qui donne le poids de la toupie, et le driver, à la fois la hauteur et le contact avec le stade. Mais la vraie nouveauté, c'est que, comme dit le titre, les toupies peuvent exploser. En fait, avant, ça pouvait déjà arriver si tu fixais mal les parties de ta toupie. Et donc Takara a vu ça et a décidé de capitaliser là-dessus. Maintenant, si tu fais burst la toupie de l'adversaire, tu gagnes 2 points, contre seulement 1 si tu l'éjectes ou que tu tournes plus longtemps. Quand pour gagner un match il te faut 3 points, tu comprends à quel point c'est fort. On commence donc à voir des toupies spécialisées dans le fait de faire exploser leur adversaire. Par exemple, Excalibur, tout son poids est concentré dans un seul axe, plus elle tourne, plus elle se penche pour délivrer un coup puissant. Malheureusement, cette attaque lui donne aussi une très mauvaise endurance, ce qui l'a empêché d'être vraiment compétitif. Alors Castiel, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens qui veulent jouer à Burst? Bah moi j'ai un combo que j'aime beaucoup, qui m'a fait briller dans Burst, c'est une Air Knight Around Quick Dash pour la pointe à des petites billes sur les côtés là comme ça, et ce qui fait que dès lors que la toupie penche et commence à toucher le stadium, vois-tu, et bah les billes vont la faire tourner légèrement plus longtemps, la faire glisser légèrement plus longtemps en contact du stadium lorsqu'elle penche. Ça joue seulement à la toute fin de la rotation quand les deux ennemis sont vraiment en train de frotter le stadium. Alors du coup c'est une toupie qui est très ronde comme tu le vois, et le fait qu'elle soit ronde, normalement les deux toupies pour qu'elles s'éjectent mutuellement, il faut 2 reliefs qui s'agrippent, et là vu qu'elle est ronde, bah elle n'aura pas de relief sur ce qu'elle s'agrippe, donc les ennemis glisseront simplement dessus et pourront jamais spécialement la pousser, donc elle, avec sa vitesse, emportera l'ennemi et l'éjectera plus facilement. L'important, c'est donc d'empêcher à tout prix que sa toupie explose. Et pour ça, rien de mieux que le spin steel. En fait, presque toutes les toupies tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, mais certaines, très rares, font l'inverse et tournent dans le sens anti-horaire. C'était ce que faisait Eldrago, la toupie de Ryuga, dans Beyblade Metal. Elle absorbe littéralement l'énergie de son adversaire et lui vole son inertie. C'est aussi pour ça qu'il la lance à la main, sans lanceur. Comme ça, elle tourne lentement et elle prend un maximum d'énergie. C'est la stratégie de Adem qui arrive au championnat de France de 2017 avec Drain Fafnir, l'héritier de Eldrago, autre maître du spin steel. Coaché par Dracolite, le plus gros youtubeur Beyblade de France, il décime la compétition et remporte la coupe. Mais c'est pas la vraie menace. Au même moment, Hasbro sort Maximum Garuda. Très large, aérodynamique, extrêmement bien équilibré, c'est de l'endurance à l'état pur. Mais surtout, un cercle parfait. Aucune aspérité sur le layer, les toupies adverses ne peuvent pas s'accrocher pour la burst. Elle est littéralement impossible à exploser. Il y a juste aucune compétition. Maximum Garuda règne en maître sur tous les tournois. On n'a pas le choix, en Occident, il faut la bannir. C'est la seule toupie à avoir été officiellement retirée du jeu. S'il fallait couronner la meilleure toupie de l'histoire, ça pourrait être elle. Garuda disparaît donc juste avant le 3e championnat du monde de Beyblade en 2018 à Paris. Now I'm ready to take it to the next level. 24 bladers réunis au parc des expositions à Porte de Versailles sur une scène de folie. L'occasion pour les États-Unis et le Japon de régler leur vieille querelle. Lequel des deux pays surpassera l'autre et rentrera chez lui avec une 2e coupe? Pas du tout. Alors l'histoire n'est pas si bien faite, ils se font tous les deux éliminer. La finale oppose le coréen Shin Sang-hyang à Balance Defender, le champion de Lettonie. Ah, on les voit pas souvent eux. Tout le monde s'attend à une victoire facile du prodige sud-coréen. Shin Sang-hyang enchaîne les victoires et finit premier de sa poule. Son arme secrète, Balkesh B3, une toupie anti-horaire massive à 6 lames qui vole l'énergie adverse en un instant. Plus elle est proche de l'explosion, plus elle se resserre et devient défensive. Mais Balance Defender ne va pas se laisser abattre. Lui aussi a une Balkesh et il est prêt à en découdre. Les deux toupies se disputent le centre, le duel s'éternise, mais Shin a une pointe Bering qui donne à sa Balkesh une endurance monstrueuse. Je commence à percevoir un déséquilibre. Oh, la pointe Bering l'emporte pour la Corée du Sud, Shin Sang-hyang vient de remporter le premier point. Pour gagner, il n'en a besoin plus que de 2. Exactement ce que rapporte un burst finish. Au lieu de jouer la sûreté en restant sur sa Balkesh, il passe sur une Kalzar K3.
Toupie attaque, extrêmement offensive, mais aussi très dure à lancer. Un choix risqué, Shin veut en finir, mais le champion lettonien n'a pas dit son dernier mot. Il révèle Spryzen Requiem. Dans Beyblade Burst, c'est celle du grand méchant. Type équilibre, capable d'absorber les impacts et de tourner dans les deux sens. Avec cette toupie, rien n'est impossible. Elle a été créée spécifiquement pour battre celle des héros, dont Khalzar. Sur le stade, les toupies s'entrechoquent. Khalzar enchaîne les lourdes attaques, mais Spryzen les dévie sans problème. Elle gagne de la vitesse, exactement comme dans l'animé, elle retourne la puissance de son adversaire contre lui et... Shin Sang-kyung a été trop téméraire, et avec 2 points, Balance Defender vient de reprendre l'avantage. Le troisième round commence. Les deux bladers sortent une Fafnir F3, un duel d'endurance entre deux toupies anti-horaires que Shin remporte de justesse. 2-2. Pour le dernier round, chacun repart sur sa toupie fétiche. Shin Sang-kyung sa Balkesh, Balance Defender sa Spryzen Requiem. Un vrai face-à-face au centre de l'arène. Les deux cherchent à voler l'énergie de l'autre, chaque instant semble durer une éternité, leur vitesse s'égalise, qui tiendra le plus longtemps, ça va se jouer à la dixième de seconde près. Et c'est une égalité. Du jamais vu. La tension est explosive alors que les bladers se préparent pour un 5e round. C'est la relance. Très tôt, Balkesh se stabilise au centre du terrain, exactement où veut être une toupie défensive, mais Spryzen n'abandonne pas. Elle multiplie les coups et se met à spin steal son adversaire. Un nouveau duel d'énergie commence. Ça va être encore une fois très serré. Lentement, les toupies s'épuisent. Une autre égalité? Non. C'est un arrêt de rotation pour. Oh la troisième. Balance Defender. Balance Defender win. Devant ces images, le triomphe du champion lettonien, on a vraiment l'impression que Beyblade est au sommet du monde. Pourtant, on voit déjà les premières failles. Déjà parce que ceux qui donnent les médailles, c'est Swan et Neo, et ça a mal vieilli. Mais le vrai problème, c'est ça. Pourquoi avoir choisi Khalzar dans cette situation? Shin Sang-kyung connaissait les risques, mais il avait l'air confiant. Et pourtant, il a été trahi. Trahi par sa toupie ou par le jeu lui-même? Au début de la 3e saison de Beyblade Burst, Takara annonce que la prochaine vague de toupies auront toutes des parties métalliques dans leur layer. Quelques mois plus tard, Hasbro les importe en France et... Qu'est-ce que... Mais tout est en plastique? Attendez, mais il y a que 3 toupies qui ont un peu de métal sur elles. À la place, Hasbro annonce le système de Slingshot, un tout autre produit. Les noms des toupies changent et leur design aussi. On sait pas vraiment pourquoi, peut-être pour faire des économies, ou alors parce que le métal c'est trop luxueux pour un jouet pour enfants, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le début d'une cassure irréparable entre l'Orient et l'Occident. De plus en plus, les toupies Hasbro sont simplifiées, et parfois certaines nouvelles mécaniques comme le système Getchi ne sont juste pas importées du tout. On va même jusqu'à changer l'animé en douce pour ne pas montrer aux enfants ce qu'ils ratent. En plus des problèmes de compatibilité que ça pose, ça crée 2 méta. En Asie, Khalzar est plus solide et résiste mieux au burst, mais vu que le tournoi s'est déroulé en France, Shin Sang-kyung a été obligé de jouer avec la version de Hasbro. Et ça, sans savoir qu'elle était plus fragile, et ça lui a peut-être coûté la victoire. C'est pour ça que c'est si dur de trouver la meilleure toupie de tous les temps. Avec ces résultats, on serait tenté de se dire Spryzen Requiem, mais en sachant ça, on n'est plus vraiment sûr. Et surtout, ça laisse beaucoup de questions pour la suite. Il y a quelques mois, c'était le début de Beyblade X. Pensé comme une célébration des 20 ans de Beyblade, il reprend toutes les mécaniques des anciennes générations et en ajoute une nouvelle, le Extreme Dash. Maintenant, la pointe des toupies ont un engrenage qui vient s'accrocher à un rail tout autour du stade. Une fois dessus, toute l'inertie de la toupie est dirigée dans une seule direction. Elle gagne une vitesse folle avant d'être éjectée au centre. Une nouvelle méta qui favorise grandement les types attaques. La stratégie pourtant fondamentale de Beyblade, à savoir jouer en défense et contrôler le terrain, ne fonctionne plus. Maintenant, tu peux te faire éjecter à tout moment par un vrai boulet de canon. Alors Tsuna, pour le début de Beyblade X, qu'est-ce que tu joues? Du coup, le combo complet, c'est L-Sight 460 LF pour low flat, qui est genre le beat le plus court en termes d'attaque. Ça me permet d'attaquer en boucle mes adversaires. En fait, la toupie vient se connecter à l'engrenage pour accélérer un maximum, et après elle est redirigée vers le centre et pour essayer tout simplement de les frapper l'adversaire qui pourrait se trouver au centre. Donc tout ce qui est type défense qui reste statique au centre dans cette génération, mais tout ce qui va être de type endurance et qui va un peu être mobile pour esquiver ce genre d'attaque, ça peut vite devenir contraignant puisque je peux rapidement passer à côté et épuiser mon endurance petit à petit, terminer sur ce qu'on appelle un spin finish, c'est-à-dire un arrêt de rotation. Le problème, c'est que tout ça, c'est vrai pour les toupies japonaises. Hasbro démarre officiellement Beyblade X en juillet. Pour l'instant, ils ont annoncé suivre Takara, mais on sait pas si en cours de route, ils vont décider de changer et faire leur truc. Ce qui nous amène à aujourd'hui.
et aux vrais problèmes de Beyblade. Est-ce que la compétition Beyblade est morte? 2018 était le dernier championnat du monde. Certains sports en ont un tous les ans, mais Beyblade n'en a qu'un seul par génération. Ça reste malgré tout une activité de niche aux mains d'une société qui pense d'abord au profit. Mettre en place un vrai circuit compétitif, ça demande beaucoup d'investissement, avec possiblement peu de rentabilité. Après, ça veut pas dire que rien n'existe. Au Japon, c'est la WBBA qui fait vivre le sport à travers des petits événements en boutique ou en salle, notamment à l'occasion des nouvelles sorties. Avec le début de Beyblade X, on sent que l'engouement revient. De plus en plus de gens se réintéressent au jeu et on devrait bientôt voir arriver de très gros tournois. Certaines boutiques font même des événements rétro. En fait, les toupies ne sont pas compatibles entre générations. Tu peux pas prendre une toupie métal et la faire se battre contre une toupie burst. Enfin, si tu peux, mais juste les toupies sont trop différentes, ça n'a pas d'intérêt, c'est comme faire combattre un cheval contre une tortue. Mais donc, même s'il n'y a pas de cross-gen, tu peux quand même trouver des endroits pour jouer au Beyblade d'avant. On a un centre d'entraînement officiel et même des écoles comme la Waribei, regroupement de joueurs passionnés qui forment les nouveaux et repoussent les limites du sport. Tout ça forme un écosystème assez riche qui donne naissance à de très bons joueurs et aussi l'apparition de vraies personnalités comme Bladerken, véritable DJ et fan de Beyblade, très apprécié dans la communauté. C'est lui qui a fait l'arbitrage en finale des championnats du monde. Alors tout ça c'est très cool, mais c'est au Japon. Chez nous, la compétition est gérée par Hasbro avec la Battle League. En gros, n'importe quel magasin de jouets, genre Toys R Us ou leur Jouet Club, peuvent organiser un tournoi. Les scores sont enregistrés et à la fin de la saison, Hasbro organise un tournoi national qui rassemble tous les vainqueurs des compétitions précédentes. Super! Le seul problème, c'est que c'est interdit aux plus de 13 ans. C'est pour ça que les championnats du monde sont entièrement composés d'enfants. Hasbro vise un public jeune et ne veut pas que les adultes dominent les compétitions, ce qui est le cas pour tous les autres jeux sans limite d'âge. La logique se comprend, mais elle est frustrante, rien que pour le pauvre gamin de 14 ans qui du jour au lendemain se voit privé de son sport favori. Il reste toujours les jeux vidéo Beyblade qui simulent la physique des toupies, mais l'expérience est trop différente. Le plaisir n'est pas le même. La seule manière pour les adultes de briller, c'est au travers des organisations de fans. La plus grosse s'appelle la WBO. Elle rassemble presque 40 000 personnes aux États-Unis qui organisent régulièrement des tournois pour tous les âges et toutes les générations de Beyblade. En France, c'est plus compliqué. La WBO n'est pas très présente et du coup les joueurs de Beyblade s'organisent en petites communautés indépendantes comme Beyblade Espace, un serveur Discord de passionnés motivés par l'ambition de créer une vraie scène compétitive Beyblade en France. Ils m'ont beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo, notamment Castiel qui a sur sa chaîne YouTube plusieurs tutoriels pour se mettre aux bases du jeu, donc allez voir ça. Mais c'est tout, des communautés isolées sans vraie manière de jouer ensemble. Se retrouver c'est dur et c'est cher et jouer en ligne c'est compliqué, à moins de prendre ta toupie et de la tirer contre ton écran. Vas-y, essaye. Ajoute à ça la difficulté de trouver des toupies, surtout les anciennes, le prix des stades et surtout en fait le manque d'informations et d'applications facilement accessibles. À moins d'avoir autour de toi des potes motivés et un peu riches, devenir bon à Beyblade, c'est dur. Ce qui est triste, c'est que Hasbro ne semble pas en avoir grand chose à faire. Les adultes, c'est pas leur marché. Ils ne veulent pas prendre de risques et encore moins investir dans un vrai circuit compétitif. Apparemment, on sait que Hasbro France serait peut-être intéressé d'ouvrir le jeu au plus grand, mais la maison mère ne veut rien entendre. Résultat, peu de cohésion, pas beaucoup d'histoires épiques à raconter et peu de préservation du savoir. Les images du premier championnat du monde de Beyblade ont par exemple complètement disparu d'internet. Donc si par hasard vous les avez avec vous quelque part, envoyez-moi un message, je suis très intéressé. C'est la raison pour laquelle la toupie ultime n'existe pas. En fait, cette distance crée des failles, des versions différentes du compétitif en fonction de la communauté dans laquelle tu te trouves. La WBO tourne par exemple beaucoup autour des combos lourds, mais c'est aussi parce qu'ils ont leur propre banlist qui interdit telle ou telle pièce en compétition. Du coup, ça influence le format et ça donne une impression un peu artificielle de ce qui est fort. Alors qu'en vrai, Beyblade est très vaste. Dans Metal Fight, avec toutes les pièces de toutes les toupies, on peut faire 38 millions de combinaisons possibles. Dans Burst, rien que dans les premières saisons, c'est 169 millions. Il reste encore un océan de combos et de combinaisons à explorer, et certains pensent qu'en mettant une banlist, on limite cette envie de recherche. Il existe donc peut-être une toupie incroyable, perdue dans cette galaxie de combinaisons. Mais actuellement, on n'a pas assez de motivation, de récompenses suffisantes pour la trouver. Le jeu
n'en vaut pas la chandelle. Mais est-ce que c'est si important que ça? Depuis le début, Takara le sait, des mots du designer des premières Beyblade, si nous créons la toupie parfaite, alors ça serait la fin du jeu. Oui, on pourrait faire des toupies ultra performantes, certains l'ont fait avec la science, mais c'est pas le but. Les Beyblade ont toutes des défauts, des forces et des faiblesses à exploiter pour déjà continuer à les vendre, mais surtout pour créer un jeu plus fun. Qui sait à quoi ressemblera l'avenir de Beyblade? Avec le début de X, Takara a l'air de vouloir développer la pratique au rang de sport, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ils mettent également le paquet en communication, avec des événements, des clips vidéo et un nouvel animé très solide adapté d'un manga dessiné par l'autrice de Promise Neverland. Ça pourrait être le début d'une nouvelle ère. Est-ce que Hasbro va suivre le mouvement, retirer la limite d'âge et ouvrir le jeu aux adultes? On aura la réponse dans quelques mois. Mais malgré tout, on sent une amélioration. Ce qui a fait beaucoup de mal à Beyblade, c'était les trous entre chaque génération. 7 ans entre Bakuten et Metal, 4 ans entre Metal et Burst. C'est pour ça qu'on a été heureux de voir moins d'1 an de latence entre la fin de Burst et le début de X. Récemment, en plus de l'annonce d'un gros championnat d'Asie, Takara a lâché au compte-gouttes des informations sur un nouveau championnat du monde, encore plus grand que tous les précédents. Alors peut-être que cette fois, on arrivera à conserver la hype, à raviver la flamme qui a brûlé pendant 2 décennies et redonner envie aux gens de crier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi c'est Théromique, un énorme merci à Castiel et Beyblade Espace de m'avoir aidé pour l'écriture de toute cette vidéo, leurs liens sont en description, allez voir ça. La chaîne se diversifie un petit peu, j'ai envie d'explorer d'autres avenues que simplement Yu-Gi-Oh ou les cartes à jouer, donc s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, dites-le moi en commentaire. Sur ce, croyant l'âme des cartes, à la prochaine.